14h30, ce 12 mai 1943, le commandant David Thornton se tenait devant le bureau du commandant allemand du camp, le colonel Friedrich Hartmann, et n'en croyait pas ses oreilles. « Vous avez raison, commandant. Votre demande de réclamation est acceptée. Les gardes qui ont maltraité votre lieutenant seront punis. 2 semaines d'arrêt de rigueur. Je ne tolère pas ce genre de comportement dans mon camp. » À cet instant, Thornton comprit quelque chose de troublant. Cet officier allemand, son ennemi, était plus juste que son propre colonel britannique ne l'avait jamais été. Thornton avait été fait prisonnier 4 mois plus tôt. Le 15 janvier 1943, pendant les combats en Tunisie, son unité avait été encerclée par des chars allemands. La bataille dura 7 heures. Quand les munitions furent épuisées et que 42 de ses hommes gisaient morts sur le sable du désert, Thornton n'eut d'autre choix. Il leva le drapeau blanc. La capitulation fut la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Pas à cause des Allemands, mais à cause de ce que son supérieur, le colonel Richard Armstrong, avait dit à propos de la capitulation: « Un officier qui se rend est une honte pour l'armée britannique. Mieux vaut mourir que d'être fait prisonnier. » Armstrong avait dit cela lors d'un briefing en novembre 1942, 3 mois avant la capture de Thornton. Mais Thornton choisit la vie plutôt que la mort. Il choisit ses hommes plutôt qu'un faux orgueil, et cette décision l'avait amené ici, à l'Oflag 7C, à 45 km au sud-est de Nuremberg, un camp qui allait changer sa vie, pas à cause de la captivité elle-même, mais à cause de l'homme qui le dirigeait, le colonel Friedrich Hartmann, 52 ans, vétéran de la Première Guerre mondiale, un officier de la vieille école qui croyait en l'honneur, la justice et la discipline militaire, quelle que soit la nationalité. Lorsque Thornton arriva à l'Oflag 7C, le 18 janvier 1943, il s'attendait au pire: coups, faim, humiliation. C'était ce qu'on leur avait raconté. Les nazis sont des barbares. Ils torturent les prisonniers. Ils vous affament. Ils violent la Convention de Genève à la moindre occasion. Mais ce que Thornton vécut contredisait tout ce qu'on lui avait enseigné. Hartmann accueillait personnellement chaque nouvel officier britannique. Il saluait, respectait le grade, offrait du café, pas le terrible ersatz de café que la plupart des prisonniers recevaient, mais du vrai café. Un petit détail, mais significatif. Bienvenue à l'Oflag 7C. Commandant Thornton, vous êtes ici sous la protection de la Convention de Genève. Votre grade sera respecté. Votre dignité restera intacte. J'attends de vous que vous vous comportiez comme l'officier que vous êtes. En retour, je vous promets un traitement juste et équitable. Si vous avez des réclamations, vous pouvez venir me voir à tout moment. Ma porte est ouverte. La voix de Hartmann était calme, mais ferme. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Thornton était méfiant. Cela devait être de la propagande, une mise en scène pour la Croix-Rouge. Mais dans les semaines et les mois qui suivirent, il découvrit que Hartmann pensait ce qu'il disait. Chaque mot. L'Oflag 7C était différent. Différent de tout ce que Thornton avait imaginé, et, étrangement, différent de sa propre expérience dans l'armée britannique sous le colonel Armstrong. Armstrong était connu pour sa dureté. Il hurlait sur les officiers lorsqu'ils faisaient des erreurs. Il punissait les soldats pour les moindres infractions avec des mesures disciplinaires inhumaines. Une fois, il avait enfermé un soldat pendant 3 jours sans nourriture parce qu'il n'avait pas ciré ses bottes assez vite. Une autre fois, Armstrong avait humilié un lieutenant devant toute la compagnie, le traitant de raté, remettant en question ses compétences. Et tout cela à cause d'un malentendu tactique lors d'un exercice. Thornton se souvint d'un incident en octobre 1942. Un jeune lieutenant, Thomas Bennett, avait commis une erreur de navigation lors d'une patrouille nocturne. La patrouille s'était égarée et était revenue 2 heures plus tard que prévu. Personne n'avait été blessé. C'était une simple erreur
qui pouvait être corrigé à l'école de guerre, mais Armstrong explosa. Il dégrada Bennett sur le champ, lui retira sa dignité d'officier, l'envoya chez les hommes de troupe. Bennett, humilié et désespéré, tenta de se suicider 2 semaines plus tard. Il survécut, mais sa carrière militaire était finie. Armstrong ne montra aucun remords. Il dit simplement « Les hommes faibles n'ont pas leur place dans mon armée. Et maintenant ?» Thornton était ici, à l'Oflag 7C, sous le commandement d'un colonel allemand, qui était l'opposé exact d'Armstrong. Hartmann ne gouvernait pas par la peur. Il gouvernait par le respect. Il ne criait jamais. Il punissait avec justice. Et, surtout, il écoutait. Si un prisonnier avait un problème, une réclamation, une requête, Hartmann écoutait. Il vérifiait les faits. Et il décidait avec justice, pas émotionnellement. L'incident qui changea définitivement l'opinion de Thornton se produisit en mai 1943. Le lieutenant Robert Crawford, un jeune officier britannique, 24 ans, avait été maltraité par 2 gardes allemands. Crawford avait tenté de faire sortir clandestinement une lettre à sa femme du camp, en dehors des canaux postaux officiels. La lettre fut découverte. Les gardes, furieux de la violation des règles du camp, frappèrent Crawford. Pas brutalement, mais assez fort pour laisser des contusions. L'un des gardes, le sergent Klaus Becker, donna un coup de pied à Crawford dans les côtes alors qu'il était au sol. Crawford alla voir Thornton, son officier supérieur dans le camp. « Commandant, je sais que j'ai eu tort d'essayer de faire sortir la lettre en contrebande, mais il n'avait pas le droit de me frapper. Cela viole la Convention de Genève. Que dois-je faire ?» Thornton, connaissant le style de commandement d'Armstrong, s'attendait à peu dans l'armée britannique. Armstrong aurait probablement puni Crawford lui-même. Double punition pour l'infraction et pour la plainte. Mais Thornton décida de suivre une autre voie. Il alla voir Hartmann. La réunion dans le bureau du commandant dura 30 minutes. Thornton exposa les faits. Crawford avait violé les règles du camp. Oui, mais les gardes avaient violé la Convention de Genève en le frappant. Hartmann écouta sans interrompre. Quand Thornton eut terminé, Hartmann hocha lentement la tête. « Vous avez raison, commandant. Le lieutenant Crawford a violé les règles. Il recevra 2 jours d'arrêt de rigueur. C'est la peine standard pour les tentatives de contrebande. Mais les gardes ont commis une infraction encore plus grave. La violence physique contre les prisonniers est absolument interdite. Le sergent Becker et son collègue recevront 2 semaines d'arrêt de rigueur. De plus, ils seront affectés à d'autres tâches. Ils ne seront plus jamais en service de garde dans ce camp. Est-ce acceptable ?» Thornton était sans voix. Durant toutes ces années dans l'armée britannique, il n'avait jamais vu un supérieur croire un soldat qui se plaignait de mauvais traitements. Jamais. Mais ici, dans un camp de prisonniers de guerre allemands, sous le commandement d'un officier ennemi, la justice était effectivement appliquée. Oui, colonel, c'est plus qu'acceptable. C'est juste. Hartmann sourit. Las. La justice n'est pas négociable, commandant. Ni pour vos hommes, ni pour les miens. Cette attitude imprégnait tout ce que faisait Hartmann. Les rations alimentaires quotidiennes à l'Oflag 7C étaient meilleures que dans de nombreux autres camps allemands. Pas luxueuses, mais décentes. 2200 calories par jour. 200 de plus que le minimum stipulé par la Convention de Genève. Hartmann s'arrangeait pour que les colis de la Croix-Rouge arrivent à l'heure, chaque mois, sans aucun retard. Le courrier vers les familles n'était pas censuré, sauf pour les informations militaires. Et contrairement à beaucoup d'autres camps, Hartmann autorisait les prisonniers à déposer des demandes de réclamation directement auprès de lui, sans représailles, sans crainte. Un capitaine britannique, William Harris, 34 ans, l'a décrit ainsi dans son journal. Le colonel Hartmann est le commandant que j'ai toujours voulu avoir, mais que je n'ai jamais eu. Il est strict, oui,
Il ne tolère aucune bêtise. Mais il est juste. Il nous traite comme des soldats, pas comme des criminels. Mon propre colonel dans l'armée britannique, le colonel James Burton, traitait ses propres hommes plus mal que Hartmann ne nous traite. Burton criait, humiliant, punissant sans raison. Hartmann parle calmement, respecte, punit seulement avec raison. C'est ironique. Je me sens plus en sécurité sous commandement allemand que sous commandement britannique. Ces sentiments n'étaient pas isolés. Beaucoup d'officiers britanniques à l'Oflag 7C les partageaient. Pas parce qu'ils étaient des traîtres, mais parce qu'ils découvraient un style de commandement qui avait complètement bouleversé leurs attentes. Ils s'attendaient à ce que les officiers allemands soient brutaux, injustes, inhumains. Au lieu de cela, ils ont trouvé un homme qui vivait selon les principes qui leur avaient été enseignés à l'académie militaire, mais que beaucoup de leurs propres supérieurs avaient oubliés. La bibliothèque de l'Oflag 7C était impressionnante. Plus de 400-500 livres dans différentes langues, anglais, allemand, français, même quelques-uns en italien et en espagnol. Les livres provenaient de civils allemands, de la Croix-Rouge, de dons privés. Hartmann lui-même a fait don de 200 livres de sa propre collection. Littérature classique, philosophie, histoire. Il pensait que les prisonniers devaient maintenir leurs esprits actifs. L'éducation est la seule chose que personne ne peut vous enlever, disait-il souvent. Lisez, apprenez, restez humain. Le commandant David Thornton passait des heures dans la bibliothèque. Il lisait Kant, Schopenhauer, Goethe, il lisait Shakespeare, Dickens, Austen, il lisait des philosophes français et des romans russes. Dans l'armée britannique, il avait à peine eu le temps de lire. Le colonel Richard Armstrong considérait la lecture comme une perte de temps. Les soldats devraient s'entraîner, pas lire, disait Armstrong. Mais ici, sous le commandement de Hartmann, la lecture était encouragée. Il y avait même des cours. Des prisonniers qui avaient été professeurs avant la guerre donnaient des conférences. Histoire, littérature, langue, mathématiques. L'Oflag 7C était moins un camp de prisonniers et plus une université improvisée. Le sport était une autre priorité. Hartmann a fait construire un véritable terrain de football, avec de vrais buts, des marquages, même des tribunes pour les spectateurs. Les officiers britanniques ont organisé des équipes. Ils jouaient les uns contre les autres, parfois même contre des gardes allemands. Les matchs étaient compétitifs, mais amicaux. Après les matchs, les vainqueurs et les vaincus buvaient ensemble un café de substitution et parlaient de leur famille, de leurs espoirs, de leurs rêves. C'était surréaliste. Des ennemis qui avaient essayé de s'entretuer sur le champ de bataille jouaient maintenant au football ensemble et riaient. Un match particulièrement mémorable a eu lieu en août 1943, officiers britanniques contre gardes allemands. Le match s'est terminé 3-2 pour les Britanniques. Après le match, Hartmann a personnellement félicité le capitaine britannique. « Bien joué, capitaine. Vos hommes ont du talent. Peut-être devriez-vous jouer professionnellement après la guerre. » Tout le monde a ri. À ce moment-là, ils n'étaient pas des ennemis. Ils étaient simplement des hommes qui appréciaient un match. La vie quotidienne à l'Oflag 7C suivait un rythme étonnamment civilisé. Chaque matin à 06h30, il y avait l'appel. Tous les prisonniers devaient se présenter sur la place d'appel, où ils étaient comptés. La cérémonie durait environ 25 minutes. Hartmann était toujours personnellement présent, par tous les temps. S'il faisait moins 10 degrés Celsius, il était là, tout comme ses prisonniers. S'il pleuvait, il était aussi mouillé. Cette solidarité était remarquée. Le capitaine Harris a écrit dans son journal « Notre commandant allemand souffre avec nous ». Le colonel Armstrong était toujours assis dans son bureau chaud. Pendant que nous étions sous la pluie, Hartmann est à côté de nous. Cela fait toute la différence. Après l'appel, venait le petit déjeuner. Pain noir, margarine, parfois de la confiture.
et du café de substitution à base d'orge torréfiée. Ce n'était pas luxueux, mais c'était plus que ce que beaucoup de civils allemands avaient à cette époque. Les colis de la Croix-Rouge complétaient considérablement les rations allemandes. Chaque colis contenait des conserves, du chocolat, des cigarettes, du savon, parfois même du vrai thé. Les colis arrivaient chaque mois, à l'heure, grâce aux efforts de Hartmann. Le commandant Thornton se souvenait du jour où son premier colis de la Croix-Rouge est arrivé. C'était le 3 février 1943, 2 semaines après son arrivée. Quand il a ouvert le colis et a senti l'odeur du vrai chocolat, il a dû pleurer. C'était un morceau de normalité, emballé dans une petite boîte. Il a partagé le chocolat avec ses camarades de baraquement. 12 hommes, assis sur de simples bancs en bois, partageaient une tablette de chocolat et parlaient de leur famille, de leurs enfants, de leurs femmes, qui attendaient à la maison. À ce moment-là, ils n'étaient pas des prisonniers. Ils étaient des pères, des maris, des frères, qui essayaient de rester humains. Les soins médicaux à l'Oflag 7C étaient également remarquables. Il y avait une infirmerie tenue par un médecin allemand, le docteur Werner Scholz, 45 ans, qui avait été chirurgien à Munich avant la guerre. Scholz traitait les prisonniers britanniques avec le même soin qu'il aurait accordé à des patients allemands. Lorsque le lieutenant Richard Moore a souffert d'une appendicite aiguë en avril 1943, Scholz l'a opéré immédiatement. L'opération a duré 2 heures. Moore a survécu et s'est complètement rétabli. Après 2 semaines de convalescence, il est retourné au camp. Hartmann a rendu visite à Moore personnellement à l'infirmerie. « Bienvenue de retour, lieutenant. Le docteur Scholz est un excellent chirurgien. Vous avez eu de la chance. » Moore a raconté plus tard au commandant Thornton que Scholz lui avait parlé pendant l'opération pour le rassurer. L'opération a été réalisée sous anesthésie locale. Moore était conscient. « Vous êtes un homme courageux, lieutenant. Votre famille sera fière de vous. Restez calme et vous survivrez à cette opération. Après cela, vous pourrez rentrer chez vous et vivre votre vie, » avait dit Scholz. Moore, profondément touché, écrivit une lettre à Scholz après la guerre. Il voulait le remercier, mais Scholz n'avait pas survécu à la guerre. Il avait été tué lors d'un bombardement allié sur Munich en 1945, alors qu'il tentait de secourir des blessés d'un bâtiment en flammes. Les relations entre certains prisonniers et gardiens se sont également développées. L'un des soldats de la garde allemande, le sergent Otto Kroos, âgé de 51 ans, s'est lié d'amitié avec le capitaine William Harris. Kroos avait combattu pendant la Première Guerre mondiale, avait été blessé à la Somme en 1916 et avait passé 2 ans dans un camp de prisonniers de guerre britannique. Il parlait couramment anglais et avait une perspective britannique sur la guerre. Kroos et Harris jouaient souvent aux échecs. Kroos avait un vieux jeu d'échecs sculpté à la main que son grand-père lui avait donné. Il jouait sur un banc près de la baraque 8, tous les mardis à 16h, lorsque Kroos était en pause. Il parlait de tout, de littérature, de musique, de famille. Kroos a montré à Harris des photos de ses 3 enfants, 2 fils, tous 2 combattant sur le front de l'Est, et une fille qui travaillait comme infirmière à Berlin. « Je prie chaque jour pour que mes fils survivent. Cette guerre est une folie. Trop de jeunes hommes meurent pour les ambitions de vieux hommes, » dit Kroos avec mélancolie. Harris partagea des photos de sa propre famille, sa femme, Margaret, et ses 2 filles. Âgés de 8 et 11 ans, qui vivaient à Londres, pendant ces heures, Kroos et Harris n'étaient pas prisonniers et gardiens. Ils étaient simplement 2 pères, parlant de leurs enfants, et priant pour que la guerre se termine bientôt. Ces liens humains n'étaient pas l'exception à l'Oflag 7C. Ils étaient la norme. La philosophie de leadership de Hartmann les encourageait. Il croyait que si les prisonniers et les gardiens se considéraient comme des êtres humains, la violence était moins probable, et il avait raison.
Pendant les 3 années où Hartmann a commandé l'Oflag 7C, il n'y a pas eu un seul incident où un gardien a tué un prisonnier. Pas un seul. C'était extraordinaire. Dans d'autres camps allemands, en particulier ceux sous contrôle SS, de tels incidents étaient fréquents, mais pas ici, pas sous le commandement de Hartmann. Le commandant David Thornton comparait souvent le leadership de Hartmann à celui du colonel Richard Armstrong. Armstrong régnait par la peur et l'intimidation. Ses soldats obéissaient par crainte de la punition, pas par respect. Armstrong hurlait lors des réunions. Il insultait les officiers publiquement. Il punissait arbitrairement, en fonction de son humeur, pas de la justice. Une fois, Armstrong avait rétrogradé un capitaine parce que celui-ci avait posé une question lors d'un briefing, qu'Armstrong avait interprété comme une remise en question de son autorité. La question était légitime, technique, tactiquement pertinente. Mais Armstrong l'a vu comme un défi. Le capitaine a été rétrogradé, sa carrière ruinée. Tout cela à cause d'une question. Hartmann était tout le contraire. Il encourageait les questions. Il écoutait les préoccupations. Il discutait ouvertement des problèmes. Une fois, en juillet 1943, un groupe d'officiers britanniques est venu voir Hartmann avec une demande de réclamation sur la qualité du pain. Le pain était dur, difficile à mâcher, parfois moisi. Hartmann a écouté, sans interruption. Quand ils eurent fini, il hocha la tête. « Vous avez raison, la qualité est inacceptable. Je vais parler au boulanger. S'il n'améliore pas la qualité, je trouverai un autre boulanger. » Une semaine plus tard, la qualité du pain s'est considérablement améliorée. Hartmann avait tenu sa promesse. Sous Armstrong, une telle demande de réclamation aurait été considérée comme une mutinerie. Les soldats ne se plaignent pas de la nourriture. Ils mangent ce qu'on leur donne et ils sont reconnaissants, avait dit Armstrong une fois. Mais sous Hartmann, les demandes de réclamation n'étaient pas seulement autorisées, elles étaient prises au sérieux. Cela a créé une atmosphère de respect mutuel. Les prisonniers respectaient Hartmann parce qu'ils les respectaient. Les gardiens suivaient Hartmann parce qu'ils croyaient en lui. C'était un leadership par l'exemple, pas par la contrainte. Mais tout n'était pas parfait à l'Oflag 7C. Il y a eu des moments difficiles. L'hiver 1943, les lignes d'approvisionnement se sont effondrées. L'Allemagne était attaquée de toutes parts. Les ressources se sont raréfiées. Les rations alimentaires ont été réduites de 2200 calories à 1800. Les prisonniers n'étaient pas affamés, mais ils souffraient. Hartmann souffrait avec eux. Il mangeait la même nourriture que les prisonniers, les mêmes rations. Il refusait d'accepter un traitement de faveur pour lui-même. « Si mes prisonniers ont faim, j'ai faim aussi », dit-il. C'est à cette époque que le leadership de Hartmann s'est manifesté le plus clairement. De nombreux commandants auraient décliné la responsabilité. « C'est la guerre, les ressources sont limitées. Ce n'est pas de ma faute. » Mais Hartmann a fait autre chose. Il a organisé des sources de nourriture supplémentaires. Il a écrit des lettres aux agriculteurs locaux, demandant des dons. Il a fait en sorte que les pommes de terre et les légumes soient livrés directement du champ au camp. Il a contourné les obstacles bureaucratiques pour s'assurer que les colis de la Croix-Rouge arrivent plus rapidement. Et cela a fonctionné. La situation s'est améliorée. Pas parfaitement, mais mieux. Le commandant David Thornton écrivit dans son journal « Hartmann aurait pu simplement nous laisser mourir de faim. Il aurait été facile de blâmer la guerre, mais il s'est battu pour nous. Il s'est battu pour ses ennemis, parce qu'il croit que c'est la chose à faire. Je n'ai jamais vu le colonel Richard Armstrong se battre comme ça. Armstrong ne se battait que pour lui-même, pour sa réputation, pour sa carrière. Hartmann se bat pour des principes. Il y a eu aussi des tentatives d'évasion.
C'était inévitable. Les prisonniers se sentaient obligés d'essayer de s'échapper. C'était leur devoir en tant que soldats. Hartmann comprenait cela. Il disait souvent « Si j'étais prisonnier, j'essaierais aussi de m'échapper. Mais je dois vous en empêcher. C'est mon devoir. » Lorsqu'une tentative d'évasion était découverte, Hartmann punissait les personnes impliquées. Mais les peines étaient légères. 2 semaines d'arrêt de rigueur, pas de violence physique, pas d'humiliation, et après la peine, les prisonniers étaient ramenés dans leurs quartiers normaux, comme si de rien n'était. En septembre 1943, 6 officiers britanniques ont tenté de s'échapper. Ils ont creusé un tunnel sous la baraque 12, travaillant pendant 4 mois, tous les soirs de 22h à 03h du matin. Le tunnel mesurait 75 mètres de long, passait sous la clôture de barbelés et se terminait dans une forêt à 50 mètres du camp. La planification était impressionnante. Ils avaient pensé à tout, mais le jour de l'évasion, le 18 septembre, le tunnel a été découvert. Un gardien a remarqué de la terre fraîche dans la forêt, a suivi la piste et a trouvé la sortie du tunnel. Hartmann était impressionné. « Messieurs, c'était un travail extraordinaire. Si vous aviez mis la moitié de cet effort dans votre entraînement militaire, vous n'auriez jamais été capturés. » Tout le monde a ri, même les officiers prisonniers. Hartmann les infligea 2 semaines d'arrêt de rigueur, après quoi ils furent autorisés à retourner dans leur quartier. L'un des officiers, le capitaine Edmund Foster, déclara plus tard « Si nous avions été prisonniers sous les ordres du colonel Richard Armstrong, il nous aurait probablement fait fusiller ou, au moins, enfermer pendant des mois dans des conditions épouvantables. Hartmann nous a donné 2 semaines et une blague. C'est ça, la différence. » La relation entre Hartmann et les officiers britanniques évolua au fil des mois. Au début, méfiance, puis respect, et finalement, quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Les officiers respectaient Hartmann, non pas malgré le fait qu'il soit un ennemi allemand, mais parce qu'il incarnait les principes auxquels ils croyaient, mais que leurs propres supérieurs ignoraient souvent. Un moment décisif survint en mars 1944, les Alliés bombardèrent Nuremberg, à 45 km de l'Oflag 7C. Les explosions furent si fortes qu'on les entendit dans le camp. Le feu à l'horizon rougeoyait le ciel nocturne. De nombreux gardes allemands avaient de la famille à Nuremberg. Ils étaient désespérés, voulant savoir si leurs proches avaient survécu. Hartmann leur permit de se rendre immédiatement à Nuremberg pour vérifier. C'était un risque. Avec moins de gardes, les prisonniers auraient pu tenter de prendre le contrôle du camp ou de s'échapper. Mais ils ne le firent pas. Le commandant David Thornton organisa une réunion de tous les officiers britanniques. « Nous n'entreprendrons rien. Le colonel Friedrich Hartmann nous a traités équitablement. Nous ne le trahirons pas. » Pendant que ces hommes s'inquiètent pour leur famille. Tous furent d'accord. Lorsque les gardes revinrent le lendemain, beaucoup pleurant d'avoir trouvé leur maison détruite et leur famille morte, Hartmann remercia personnellement Thornton. « Commandant, je sais que vous aviez la possibilité hier de prendre le contrôle du camp, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ?» Thornton répondit simplement. « Parce que ça n'aurait pas été juste, colonel. Vous nous avez montré du respect. Nous vous montrons le même respect. » Hartmann serra la main de Thornton. À cet instant, ils n'étaient pas des ennemis. Ils étaient des soldats qui se comprenaient. Les nouvelles de la guerre parvenaient au camp. Grâce à des radios clandestines, construites par les prisonniers et par des gardes qui partageaient des informations. En juin 1944, les Alliés débarquèrent en Normandie. L'Allemagne était encerclée. Ce n'était qu'une question de temps. Les gardes allemands devinrent plus tendus, plus anxieux. Ils se demandaient ce qui leur arriverait après la guerre. Seraient-ils exécutés? Seraient-ils traités comme des criminels de guerre? Hartmann resta calme.
Il maintint ses standards, même lorsque les ressources se firent plus rares, même lorsque la défaite devint inévitable. Il continua à traiter les prisonniers avec respect. En janvier 1945, alors que l'armée soviétique avançait depuis l'Est, Hartmann reçut l'ordre d'évacuer le camp. Tous les prisonniers devaient marcher vers l'ouest, loin du front soviétique. C'était l'hiver, moins 12 degrés Celsius. Les prisonniers n'étaient pas équipés pour une longue marche. Hartmann protesta « Et cette marche va tuer des hommes !» Mais l'ordre était maintenu. Le 28 janvier 1945, la marche commença. Hartmann s'assura que chaque prisonnier reçoive autant de couverture, de nourriture et de vêtements chauds que possible. Il marcha avec eux. Le commandant et ses gardes marchèrent côte à côte avec les prisonniers à travers 95 kilomètres de neige et de glace pendant 6 jours. De nombreux prisonniers survécurent uniquement parce que des gardes allemands partagèrent leurs propres rations avec eux. Thornton vit Hartmann donner son propre manteau à un lieutenant britannique qui s'était effondré d'épuisement. « Colonel, vous allez geler !» protesta le lieutenant. Hartmann sourit avec lassitude. « Je suis plus âgé que vous, lieutenant. J'ai vu plus de la vie. Vous avez tout votre avenir devant vous. Prenez le manteau. » Le lieutenant, les larmes aux yeux, prit le manteau. Il survécut à la marche. Hartmann aussi, mais il contracta une pneumonie et passa des semaines à l'hôpital. Le 15 février 1945, ils atteignirent un camp en Bavière. 2 semaines plus tard, ils furent libérés par les troupes américaines. Hartmann remit officiellement le commandement à un colonel américain. « Tous les prisonniers sont en sécurité, colonel. Je ne demande qu'une chose. Traitez mes hommes équitablement. » Ils ont respecté la Convention de Genève. Le colonel américain, informé de la réputation de Hartmann, le promit. Hartmann fut arrêté comme prisonnier de guerre, mais ne fut pas accusé de crimes de guerre. Au lieu de cela, 47 officiers britanniques, menés par le commandant David Thornton, soumirent des témoignages écrits en sa faveur. Ils décrivirent son équité, sa justice, son humanité. Le tribunal décida que Hartmann n'avait commis aucun crime. Il fut libéré en 1947. Thornton rendit visite à Hartmann en 1952, 7 ans après la fin de la guerre. Ils se rencontrèrent dans la maison de Hartmann en Bavière, une modeste ferme. Hartmann, maintenant âgé de 61 ans, vivait une vie paisible. Les 2 hommes parlèrent pendant des heures de la guerre, du leadership, de la vie. « Colonel, pourquoi étiez-vous si différent? Pourquoi nous avez-vous traités avec un tel respect? Alors que nombre de nos propres supérieurs nous humiliaient, demanda Thornton. Hartmann réfléchit longuement. « Commandant, j'ai moi-même été prisonnier de guerre pendant la Première Guerre mondiale. 4 ans en captivité française. J'ai été maltraité, battu, affamé, humilié. Quand je suis rentré chez moi, je me suis juré, si jamais je suis en position de garder des prisonniers, je les traiterai comme j'aurais aimé être traité, avec respect, avec justice, avec humanité, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. » Thornton acquiesça. Il comprenait. Le leadership de Hartmann n'était pas naturel. C'était un choix, une décision quotidienne de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Cette prise de conscience changea le propre style de leadership de Thornton. Lorsqu'il retourna dans l'armée britannique après la guerre, il devint lui-même commandant. Mais il ne prit pas Armstrong pour modèle. Il prit Hartmann pour modèle. Leadership par le respect, pas par la peur, justice, pas l'arbitraire, humanité, pas la brutalité. Ceci n'est pas seulement une histoire tirée d'archives oubliées, c'est une histoire sur le leadership qui transcende les frontières nationales, de vraies personnes, de vrais principes, une vraie justice. Mon grand-père a servi sous les ordres d'un officier comme Armstrong. Il m'a dit que la plus grande crainte d'un soldat n'était pas l'ennemi,
mais son propre commandant. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de ces leçons sur le leadership est importante, alors soutenez YouTube Super Thanks, le cœur doré en bas. Il soutient directement l'accès à plus d'archives militaires, plus de témoignages personnels, plus de lettres et de journaux, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives au lieu de créer du contenu superficiel. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire. Les soldats qui ont souffert, les commandants qui ont été justes et les leçons que nous pouvons encore apprendre aujourd'hui. Les chiffres racontent une histoire remarquable. Sur les 1200 officiers britanniques détenus à l'Oflag 7C, sous le commandement du colonel Friedrich Hartmann, les 187 ont survécu à la guerre. Un taux de survie de 98,9%. En comparaison, dans les camps sous contrôle SS, le taux de survie était souvent inférieur à 60%. La Convention de Genève, lorsqu'elle était respectée, faisait la différence entre la vie et la mort. Mais plus que cela, la direction du colonel Hartmann a fait la différence entre survivre et vivre dans la dignité. Après la guerre, de nombreux officiers britanniques sont restés en contact avec le colonel Hartmann. Ils lui ont écrit des lettres, lui ont rendu visite, l'ont invité en Angleterre. En 1958, le commandant David Thornton a organisé une réunion d'anciens prisonniers de l'Oflag 7C. Plus de 300 anciens combattants britanniques sont venus et ils ont invité le colonel Hartmann comme invité d'honneur. Lorsque le colonel Hartmann est entré dans la salle, tout le monde s'est levé et a applaudi. Pendant 5 minutes, certains pleuraient. Le colonel Hartmann, profondément ému, pouvait à peine parler. « Messieurs, je n'ai fait que mon devoir, non pas en tant qu'officier allemand, mais en tant qu'être humain. » Le commandant Thornton a prononcé un discours. Il a parlé de leadership, de justice, des leçons que le colonel Hartmann leur avait enseignées. Le colonel Hartmann nous a montré que le rang d'un homme ne définit pas sa grandeur. C'est son caractère qui le fait. Nous avions des colonels britanniques qui nous humiliaient. Nous avions un colonel allemand qui nous respectait. La nationalité n'a pas d'importance. Le caractère est tout. Lorsque le commandant Thornton a terminé, les deux hommes se sont embrassés. Deux anciens ennemis, désormais amis, unis par le respect mutuel. Le colonel Hartmann est décédé en 1971, à l'âge de 80 ans. Plus de 150 anciens prisonniers britanniques ont assisté à ses funérailles. Ils sont venus de toute l'Europe, certains même d'Amérique et d'Australie. Ils sont venus rendre un dernier hommage à un homme qui avait été leur ennemi, mais qui avait traité leur vie avec dignité. Le commandant David Thornton, désormais lui-même colonel à la retraite, a prononcé l'éloge funèbre. Sa voix tremblait d'émotion. Friedrich Hartmann était un soldat, mais il était plus que cela. Il était un modèle de leadership. Dans la période la plus sombre, il a prouvé que la justice ne connaît pas de nationalité, que le respect est plus fort que la haine, que l'humanité peut survivre même en temps de guerre. Il n'a pas seulement sauvé nos corps, il a sauvé notre foi en la justice. Repose en paix. Colonel, nous ne vous oublierons jamais. Cette histoire est importante parce qu'elle nous rappelle que le leadership est un choix. Le colonel Hartmann aurait pu choisir la voie facile, maltraiter les prisonniers, suivre la Convention de Genève au minimum, tolérer la brutalité. Mais il a choisi la voie difficile, chaque jour, chaque heure, chaque décision, et ce choix a sauvé des vies, a changé des cœurs, a laissé un héritage qui transcende les générations. Les leçons de l'Oflag 7C sont intemporelles. La justice n'est pas négociable. Le respect surmonte l'hostilité. Le caractère définit le leadership. Hartmann et Thornton, autrefois ennemis, sont devenus amis parce qu'ils croyaient tous les deux au même principe.
Leur histoire montre que même en temps de guerre, même entre des nations ennemies, la réconciliation est possible si les hommes choisissent la justice plutôt que la vengeance. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette histoire? Mes spectateurs ont partagé des histoires incroyables sur le leadership. Des grands-pères qui ont souffert sous des commandants brutaux, d'autres qui ont eu la chance d'avoir des supérieurs justes. Partagez vos histoires de famille ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous préservons ensemble. Assurons-nous que ces leçons sur le leadership nous survivent tous. Car si nous cessons de nous souvenir, si nous cessons de raconter, alors ces hommes meurent une seconde fois, et nous ne devons pas le permettre. Leurs histoires méritent d'être entendues, leurs principes méritent d'être célébrés, et leurs leçons méritent d'être transmises à la prochaine génération.